sont à la fois connus, craints, respectés et bien souvent fantasmés, les Cosaques ont depuis le XIVe siècle traversé le temps pour parvenir jusqu'à nous. Bandits des steppes, pillards, mercenaires, ils se sont développés entre le Don et la Volga, puis autour du Dniepr et en Ukraine et se reprendront jusqu'au détroit de Bering. Les Cosaques se rattachent non à une ethnie, mais à un mode de vie. C'est sous le règne de Catherine II qu'ils intégreront les armées impériales et nombre d'entre eux combattront aux côtés des troupes blanches lors de la guerre civile russe de 1917-1923. Aujourd'hui, ils font toujours parler d'eux à travers leur folklore, danse et voltige, leur identité est fermement ancrée et leur position pro-russe comme en Crimée. Nous verrons que certains Français, au-delà de cette histoire, font référence à un état d'esprit cosaque symbolisant une certaine forme de liberté. Mais pour débuter cette immersion dans leur univers, du Taras Bulba de Nicolas Gogol, du général Kornilov en passant par les cavaliers des guerres napoléoniennes, nous nous sommes rendus au musée des Cosaques de la garde impériale où nous avons pu rencontrer Alexandre Bobrikov, son conservateur. Le régiment défile devant Alexandre II, Alexandre II dit « Ah, c'est Cosaque ». Ils défilent, ils vont à la guerre comme s'ils allaient à la noce. Et depuis la marche nuptiale de Mendelssohn est devenue la marche du régiment. Ils vont à la guerre comme s'ils allaient à la noce, rien que ça. Voilà qui en dit long sur l'état d'esprit de ce régiment. Mais question toute simple finalement, qu'est-ce qu'un cosaque? Le mot cosaque en russe veut dire homme libre. Ça pouvait être des paysans qui avaient été libérés, mais ça a été surtout des hommes libres qui avaient choisi la liberté, qui s'étaient retirés et ils formaient une espèce de milice de garde frontière. Ces communautés s'étaient développées à la lisière des provinces et des grandes villes russes. Ils étaient les gardiens des frontières, qui après ils sont devenus un petit peu, grâce à Catherine II ou à cause de Catherine II, qui les a enrégimentés, et au lieu d'être des pirates, ils étaient devenus des corsaires, mais de terre. Ils étaient là pour protéger les frontières. Conquérants, explorateurs, les Cosaques ont été un des éléments de l'expansion de l'Empire russe. Et les tsars de Russie se sont appuyés sur les Cosaques pour conquérir et lutter contre les Tatars. Ces peuplades d'Asie avaient occupé la Russie pendant 3 siècles. Les Cosaques ont été de très grands navigateurs. Ils naviguaient très très bien. Ils s'attaquaient les Turcs et les Perses, parce que de quoi ils vivaient les Cosaques. Ils louaient leur service, ils se servaient auprès des peuplades des tribus voisines. Ils allaient aussi un petit peu piller les marchands russes, taxer les marchands russes. C'est pour se faire pardonner de leur pillage que Yermak Timofeïch a été envoyé dans l'Oural aider les frères Stroganov, protéger les frères Stroganov qui avaient des industries. Et ils sont partis de là, les Cosaques Yermak Timofeïch, 500-600 Cosaques, ils ont conquis toute la Sibérie. Ils sont arrivés jusqu'au détroit de Bering. Le détroit de Bering a été découvert par Diaghilev. 40 ans avant Bering. Bering n'a fait qu'explorer le détroit. L'Alaska était russe, était conquise par les Russes. Ces aventuriers ont, semble-t-il, inspiré certains intellectuels français, à l'instar d'Olivier Molin, co-animateur du Cercle Cosaque. On a très vite remarqué que les Cosaques correspondaient bien à ce qu'on voulait faire d'un point de vue littéraire. Parce que les Cosaques, finalement, nous, on les voyait un petit peu comme à l'origine des brigands, des guerriers, des coureurs de steppe, des gens un petit peu des marges, des marginaux, mais aussi des rebelles. Et pour moi, si vous voulez, les Cosaques, c'était un petit peu l'équivalent à l'Est des corsaires. Et alors, ce qui nous a intéressé, c'est donc l'image, toute cette image des Cosaques, ces hommes libres, ces rebelles, ces gens, ces coureurs de steppe. Voilà, on trouvait que ça allait bien, si vous voulez, avec ce qu'on voulait défendre en littérature, ce côté aussi non aligné, ce côté communauté. Les Cosaques, c'est aussi, pour moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est pas un peuple, hein, c'est vraiment une communauté qui se définit avant tout par une forme de fonction et qui permet à d'autres gens de les rejoindre, de former une communauté. Alors même si certains disent aujourd'hui que c'est devenu quasiment un peuple, à force d'avoir les mêmes mœurs, d'avoir les mêmes... Bon. Enfin, à l'origine, c'est pas un peuple, hein, les Cosaques. Je crois qu'à l'origine, c'est des Mongols dans les steppes qui sont rejoints par des paysans qui refusent le servage, qui sont rejoints par des aventuriers, et tous ces gens-là s'agrègent et forment une communauté avant tout de guerriers. Catherine II, Pierre le Grand, la guerre civile russe, aujourd'hui la Crimée, cette communauté de guerriers semble bien traverser les époques et en être des acteurs de premier plan. Bon, les Cosaques que l'on connaît ici au moment de la Révolution, ils faisaient partie des troupes impériales russes
à cheval. Ils sont venus en Europe au moment de la guerre de 14-18. Il va y avoir le centenaire de la guerre 14-18 et j'ose espérer que la France va parler de l'influence des Russes au moment de la guerre de 14-18. Certains Cosaques qui reviennent en Russie actuellement, où on est en train de re-encadrer une certaine frange de population, qui deviennent, sous le terme de Cosaques, qui sont un genre de miliciens, de policiers. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les Djigitov, ceux qui ont fait de la monte djigit, c'est-à-dire les Cosaques qui étaient à cheval. Ben, le terme cosaque déjà inspire quelqu'un qui a cette chape, ce tape de fourrure, un costume bizarroïde, qui était à cheval et qui sont venus sur Montmartre, pas loin d'ici, en criant au tavernier qui était là, bistrot, bistrot, donnez-moi vite un coup à boire parce qu'il faut que je me dépêche, sinon mon commandant va mouspiller. Tout le terme bistrot. Cette histoire particulièrement riche a forgé un état d'esprit cosaque au sein duquel il semblerait que cette notion de liberté soit au centre de la perception qu'en a nos intervenants. Donc avoir l'esprit cosaque, c'est vrai qu'il y a une discipline avec une certaine liberté, mais les règles sont là, on les respecte. Ce qui nous a intéressé aussi, c'est que les Cosaques sont finalement, c'est des guerriers, mais qui vivaient dans leur village fortifié d'un point de vue d'une vraie démocratie. Non pas une démocratie comme on connaît aujourd'hui, mais une vraie démocratie. Je crois même que certains penseurs anarchistes russes saluaient en leur temps la démocratie sociale des Cosaques, notamment Bakounine. Si je me souviens bien, Bakounine a écrit quelques pages sur la démocratie des Cosaques, qui est évidemment une vraie démocratie, pas une démocratie comme celle qu'on nous vend actuellement. Les Cosaques élisaient leur chef, jusqu'à Pierre le Grand. C'est ce qui se passe au Maïdan. Le Maïdan, c'était la place où s'exerçait le pouvoir. Et les Cosaques se réunissaient en cercle et élisaient leur chef. Les chefs cosaques, l'ataman, le Getman, chez les Ukrainiens, était élu. Il était, tant qu'il plaisait, tant que ça allait, il restait le chef, sinon on le virait. On n'était pas élu pour 4 ou 5 ans. On était élu tant que ça allait, on était viré. Parmi les grands chefs cosaques, il y a l'ataman Platov. L'ataman Platov commandait les Cosaques pendant les guerres napoléoniennes. La campagne de Russie, 1812, 1813, 1814. 1814, l'ataman Platov est rentré dans Paris. Il y a des Cosaques, effectivement, à différentes époques, qui ont différentes fonctions. Ouais, il est évident que la fonction des Cosaques avant, la plus lointaine, est celle qui, quelque part, me touche le plus. C'est-à-dire ces bandes quasiment de mercenaires, mais enfin, de coureurs des steppes, j'avoue que c'est quelque chose qui me parle beaucoup. De corsaires, moi, ça reste des corsaires. Je me parle assez. Mais après, il est vrai qu'il y a d'abord, à l'époque de la Révolution russe, les Cosaques ont été quasiment exterminés. Donc ça aussi, c'est quand même quelque chose d'assez dur. Globalement, je trouve que l'histoire cosaque, ça reste quelque chose d'assez mystérieux pour l'imaginaire français. C'est quelque chose qui est assez... parce qu'il y a ça aussi, si vous voulez, nous on fait un cercle littéraire. Hein. C'est pas du tout un cercle historique, c'est pas un cercle politique, etc. C'est un cercle littéraire. Et c'était bien aussi qu'on choisisse ce nom de cosaque pour l'évocation de l'imaginaire qu'il représente. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui invite à l'aventure. On pense, alors effectivement, Taras Bulba, on pense à ça, on pense à Jules Verne. Enfin, il y a tout un imaginaire derrière qui est aussi quelque chose sur lequel on a joué. Je trouvais ça intéressant, de se placer dans le sillage des Cosaques. Et puis il y avait évidemment un clin d'œil à notre histoire littéraire française qui constitue notamment par les hussards. On trouvait que les Cosaques, ça allait, après les hussards, ça allait bien. Évidemment, un Cosaque, pour moi, je le décrirais, je pense comme tout le monde le voit, c'est quelqu'un qui est assez grand, quand même, assez charpenté, assez fort, chauve, pourquoi pas avec une natte, mais ça c'était dans les premiers temps, à la mongole, et puis grande moustache. Et puis les Cosaques, il faut quand même dire quelque chose aussi, pour être tout à fait honnête, c'est que les Cosaques ont la réputation d'être de solides buveurs, et au cercle cosaque, nous ne faisons pas que par la littérature, nous terminons généralement la soirée en buvant quelques verres.